Après tout, naissons-nous bons et la société nous corrompt-elle, ou naissons-nous mauvais et la société nous civilise-t-elle? C'est une question qui a été posée à plusieurs reprises par de nombreuses personnes, et la grande majorité a déjà une réponse toute faite. Certains croient une chose, d'autres une autre, mais la question est plus complexe. Parce que nous vivons un moment où la normalisation du mal est devenue la règle. Une règle imposée, principalement par l'État et par le gouvernement, de manière silencieuse mais très visible. C'est ce que nous verrons dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Cliquez sur la cloche de notification et partagez. Et je suis sérieux, partagez vraiment sur WhatsApp, sur Telegram, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Plus personne n'utilise Facebook, mais partagez quand même. On ne sait jamais. Quelqu'un peut voir parce que ça aide la chaîne à grandir, cette chaîne qui est extrêmement petite, extrêmement oubliée, qui vit ici dans l'obscurité de YouTube. Ça peut paraître peu, mais votre soutien est plus important que vous ne le pensez. Je m'appelle Guilherme Peta et voici la chaîne Géopolitique mondiale. À chaque visite à Rio de Janeiro, notamment à la Barra, je suis impressionné. Non seulement par le fait qu'une ville aussi belle puisse être aussi dangereuse, mais aussi par la façon dont les cariocas trouvent cela normal. Se déplacer dans la ville en utilisant Uber, c'est voir les chauffeurs montrer des endroits avec des barricades fermées par des trafiquants. Voir les chauffeurs choisir des horaires pour passer dans certains secteurs. Car ce sont généralement des heures de conflit entre factions criminelles. Dire que Rio de Janeiro est comme ça me rappelle beaucoup de choses sur la ville. Hong Kong qui a une énergie similaire que je ne sais pas expliquer. Ce n'est pas seulement la géographie montagneuse face à la mer où la chaleur humide est intense. C'est quelque chose de plus que je ne saurais vraiment expliquer. Mais Hong Kong est tout ce que Rio de Janeiro n'est pas et ne sera jamais. Entre les années 40 et 90, Hong Kong était l'un des endroits les plus dangereux au monde, avec des favelas, des taudis et des triades dominants des quartiers. Corruption policière et politique systémique, enlèvements, braquage de banques et de bijouterie, et bien sûr, beaucoup de trafic de drogue. Mais peu avant de rendre la ville à la Chine, le gouvernement anglais, longtemps absent, a lancé d'importantes réformes, notamment l'urbanisation des favelas et la démolition des taudis, mais aussi une main lourde contre la corruption. À travers l'instance centrale indépendante de lutte contre la corruption, une agence spécifique contre la corruption qui a fait le ménage. Et aussi des attaques sévères contre le crime organisé en utilisant des forces spéciales entraînées par le Special Air Service britannique pour capturer les grands pontes de ces factions criminelles. Et aussi, bien sûr, même si c'est plus discret et beaucoup moins discuté, une sorte d'accord entre le gouvernement chinois et les triades. Mais de toute façon, cela a fait en sorte que cette ville corrompue, sale et dangereuse devienne l'une des villes les plus propres, organisées, développées et sûres de la planète. Une situation qui s'est encore accentuée après que la ville soit revenue à la Chine, qui ne tolère absolument pas la racine du problème du trafic de drogue, à savoir l'utilisateur. Mais Rio de Janeiro ne fait qu'empirer et n'a aucune perspective d'améliorer cette normalisation. Cette adaptation à ce qui est mauvais me frappe beaucoup. Jusqu'à ce que je commence alors à me souvenir de la ville de São Paulo. Peu de gens le savent, mais ma mère et moi avons littéralement été mis à la porte par mon père quand j'étais encore enfant. Et nous sommes allés vivre dans le quartier de Retiro, au centre de São Paulo. C'était au début des années 90 à l'époque, un quartier connu pour sa forte concentration de juifs. Il n'y avait pas encore autant de Coréens qui rendraient le quartier célèbre pour son association avec la K-pop. La Cracolândia, qui sévit aujourd'hui dans certains quartiers du centre de São Paulo et aux alentours, inclut aussi le quartier de Bom Retiro. Ce n'était pas encore la région évoquant aujourd'hui The Walking Dead, mais elle existait déjà. C'était déjà une région à risque, avec vol, assassinat et trafic de drogue, qui s'est détériorée d'année en année, jusqu'à devenir une véritable zone démilitarisée, encerclée par les forces de police. Et contrairement à ce que l'on raconte que la Cracolândia serait l'exemple de l'anarcho-capitalisme sans État ni gouvernement, la réalité est tout à fait le contraire. Nulle part dans la ville, la présence de l'État n'est plus forte qu'à la Cracolândia. Et nulle part dans la ville, et ça il faut bien le garder à l'esprit, nulle part dans la ville, il n'y a une telle concentration de gardes civils, de policiers municipaux et de policiers militaires. En plus des interventions de la police civile lors d'opérations palliatives qui ne changent rien.
Et en plus, la présence fréquente et permanente d'agents de santé, du crate-audio et d'assistants sociaux. En plus des visites fréquentes de juges, de procureurs, de conseillers municipaux et même de députés pour vérifier si la police n'est pas abusive envers les toxicomanes. Donc, nulle part dans la ville de Sao Paulo, la présence de l'État n'est aussi grande, constante et visible que dans la Cracolandia. L'État est absolument omniprésent. Donc, à la Cracolandia, loin d'être une région qui manque de présence de l'État, c'est justement le contraire. C'est la preuve de la nature de l'État brésilien. Une organisation qui protège et favorise la criminalité, car à cause de la Cracolandia, des commerces ont fermé, soit en raison de l'insécurité, soit à cause des pillages répétés. Et aussi des réfugiés de guerre, oui, littéralement, des réfugiés de guerre, parce qu'il n'y a pas d'autre nom à donner aux personnes qui déménagent à cause de la violence. Et bien sûr, ces drogués ne se limitent pas seulement à cette région de la Cracolandia. Ils se propagent dans tout le centre de São Paulo. Bom Retiro, Jardim, Barra Funda, C, Liberdade et Avenida Paulista. Toutes ces régions qui d'ailleurs devraient être touristiques ou sont censées l'être, ils répandent la violence et la saleté partout d'où ils passent, comme des sauterelles protégées par l'État. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas comme si les policiers étaient irresponsables, sinon ils auraient déjà fait quelque chose pour régler ça. Mais des forces supérieures aux leurs empêchent des attaques violemment, quiconque s'en prend aux consommateurs de drogue. Souvent, les policiers en sont aussi victimes, car ils sont attaqués et ne peuvent même pas se défendre. Mais la question est, comment cela a-t-il pu empirer autant ? Le poliste, jusqu'en 2006 lors des attaques du Primeiro Commando da Capital. Il était fier de ne pas l'être. Comme à Rio de Janeiro, où la police militaire pouvait entrer n'importe où dans l'État sans danger. Mais cela a changé, et tout comme à Rio de Janeiro, les polistes ont toléré, normalisé et se sont adaptés, et le mal a triomphé. Je ne parlerai même pas des autres régions, où la criminalité augmente et devient incontrôlable, tandis que la population banalise cela. Mais au final, pourquoi cela ? Parce que nous sommes en train de normaliser ce qui est mauvais et de tolérer l'intolérable, pour notre chance et notre malheur en même temps. C'est bien étudié. Zygmunt Bauman, dans La modernité et l'Holocauste, aborde un point très inconfortable. Les génocides nazis n'ont pas été commis par des monstres ni par des personnes mentalement malades ou moralement dégénérées, mais bien par des individus parfaitement normaux, opérant à l'intérieur de la structure tout aussi normale de la société moderne, parce qu'ils exposent la nature rationnelle et quotidienne du mal commis. Il ne s'agissait pas d'exceptions pathologiques, ou de crises de folie collective, mais de l'exécution méthodique de tâches administratives réalisées par des personnes qui, dans d'autres circonstances, auraient pu être des enseignants, des comptables, des avocats, des médecins, des pères de famille, et ainsi de suite. Cela nous oblige à repenser, non pas les extrêmes, mais le centre même de ce que nous appelons la normalité. L'explication initiale de l'Holocauste comme résultat d'actes de psychopathes, sadiques ou personnes moralement déformées, elle a été totalement détruite par la recherche historique. C'est parce que pour Bauman, moins de 10% des membres de la SS pouvaient être considérés, entre guillemets, comme des personnes anormales. Selon les critères cliniques, la grande majorité aurait facilement réussi les tests psychiatriques courants dans les forces de police ou militaires. Et pire encore, les survivants eux-mêmes des camps reconnaissaient que les épisodes de cruauté explicite étaient commis par quelques-uns seulement. Le reste se contentait d'obéir aux ordres, souvent sans exprimer ni plaisir ni remords. Cela signifie que le génocide a été mené par une bureaucratie fonctionnelle composée de gens ordinaires agissant selon une logique moderne de hiérarchie, d'obéissance et d'efficacité. Cette constatation est moralement troublante, mais elle est aussi sociologiquement importante. Parce que les institutions qui ont rendu possible l'Holocauste n'étaient pas en soi criminelles ou anormales, au contraire, elles fonctionnaient selon les principes de la rationalité moderne. Division des tâches, séparation moyen-fin, focalisation sur les résultats, anonymat organisationnel. Quand on regarde attentivement, on se rend compte que l'horreur n'est pas née d'une rupture de la civilisation, mais de son fonctionnement régulier. Le génocide a été produit par une société disciplinée, efficace et techniquement avancée. C'est de là que naît la véritable inquiétude de Bauman.
Si la normalité moderne est capable de produire un événement comme l'Holocauste, alors c'est cette anormalité qu'il faut remettre en question. Il ne suffit pas d'identifier les erreurs morales des individus. Il faut exposer les schémas d'action rationnelle qui rendent possible ce que l'on pourrait appeler le mal, l'obéissance aveugle, la fragmentation de la responsabilité, la technocratie. Émotionnellement stérile, tout cela crée un environnement où des atrocités peuvent se produire sans que personne ne se sente personnellement responsable. C'est comme si le système étatique créait une carapace morale, permettant à chacun de jouer son rôle sans jamais avoir à affronter le résultat collectif de ses actions. Ce qui nous amène aussi à un point très important, qui est de faire le mal au nom du bien. Des personnes à Cracolandia, souvent venues d'autres quartiers, s'y rendent pour faire la charité. En apportant de la nourriture et de l'assistance aux consommateurs de drogue et en protestant aussi contre la présence des forces de l'ordre, les habitants et commerçants du quartier ont déjà supplié à plusieurs reprises qu'ils arrêtent de faire cela, car cela ne fait qu'alimenter les rassemblements et la criminalité dans la région. Mais eux, confortés dans leur supériorité morale, préfèrent continuer à aider les consommateurs de drogue, même en sachant que cela nuit aux habitants du quartier. Autrement dit, ils choisissent qui mérite de la compassion, ce n'est pas la personne qui travaille, mais celle qui consomme de la drogue. Et la même chose s'applique à la déformation d'autres concepts, comme par exemple les droits de l'homme, les droits de l'homme. En somme, c'est une merveille et l'une des plus grandes réalisations de l'histoire humaine, mais elle a été déformée. Non pas pour protéger toutes les personnes, mais précisément pour protéger les principaux agresseurs des droits de l'homme, qui sont les criminels, plaçant ainsi la personne normale, pour ainsi dire, en danger, parce que si elle se défend, alors elle devient aussi une agresseuse. Ce jeu de mots, où l'on prend des concepts moralement élevés et on les déforme, est quelque chose qui a été très bien fait ces dernières années, ici au Brésil et dans le monde. Dans le cas de Rio de Janeiro, par exemple, le problème n'est pas seulement la violence ou la corruption en soi, mais la manière dont ces pratiques ont été absorbées par la société comme faisant partie de son quotidien. L'adaptation au désordre, l'indifférence face à la barbarie et la reconstruction de la vie au milieu de l'effondrement sont les signes d'une culture qui, comme l'a averti Bauman, a appris à fonctionner dans l'absurde. L'article Son regard sur la masse, je n'agirai pas. L'engourdissement psychique et le génocide de Paul Slovic mentionnent un phénomène psychologique, la désensibilisation émotionnelle face aux tragédies à grande échelle comme les génocides qui conduit à l'inaction collective. Autrement dit, la normalisation de la communauté. Face à l'absurde, l'idée centrale est l'engourdissement psychique, un état dans lequel l'ampleur des victimes paralyse l'empathie humaine. Cela se produit parce que notre capacité à traiter la souffrance diminue lorsqu'elle est confrontée à des chiffres abstraits et à des statistiques massives, plutôt qu'à des visages ou à des histoires individuelles. Ce paradoxe est amplifié par l'effet de la victime identifiable, qui montre comment les gens sont plus enclins à agir. Face à des récits personnels et concrets, comme l'histoire d'un enfant en danger, plutôt qu'à des données faisant état de milliers de morts, cette déconnexion émotionnelle résulte de l'effondrement de la compassion. Un phénomène où l'augmentation du nombre de personnes touchées ne génère pas un engagement proportionnel, mais plutôt un sentiment d'impuissance ou d'indifférence, la normalisation. Il montre ce schéma avec des exemples historiques, comme la lenteur de la communauté internationale face au génocide au Rwanda en 1994 et à d'autres conflits et génocides. Dans tous ces cas, la couverture médiatique, axée sur les chiffres et les échelles, a rendu la situation abstraite, ce qui fait de l'événement quelque chose d'éthéré, d'immatériel et de psychologiquement distant. Dans le cas de Cracolandia, cela se manifeste très clairement avec les personnes qui vont faire les soi-disant œuvres de charité à Cracolandia. Ils donnent de la nourriture aux consommateurs de drogue sans prendre en compte les dégâts que ces utilisateurs causent dans cette région, mettant en danger la vie des habitants ainsi que celle des commerçants qui doivent s'y rendre chaque jour pour travailler. Ici, la compassion est sélective. Ils se préoccupent de ces consommateurs de drogue, mais ils ne se soucient donc pas des habitants. Et à la fin de la journée, ils rentrent chez eux, satisfaits d'avoir rendu le monde meilleur. Après tout, ils ont pratiqué la charité. Des études expérimentales renforcent cette thèse. Lorsque des problèmes sociaux sont présentés avec des statistiques, comme par exemple 250 000 enfants ont besoin d'aide,
Les dons et l'intérêt ont tendance à être moindres que s'il s'agissait d'une seule histoire avec un nom et un visage, avec une demande de collecte sur Internet, par exemple. Mais tout n'est pas perdu, car cette normalisation de l'absurde n'est pas quelque chose d'essentiellement intérieur à nous, comme si l'homme était mauvais par nature. C'est, comme tout dans l'univers, relatif. Je dis cela car, dans l'effet Lucifer de Philippe Zimbardo, il décrit l'expérience de la prison de Stanford. Une simulation de prison qui a dû être interrompue après seulement 6 jours en raison de nombreux résultats angoissants et d'effondrements mentaux des participants. Les participants étaient 24 hommes volontaires qui ont pris part à une étude psychologique sur la vie carcérale, après des évaluations de stabilité psychologique. Ces volontaires ont été répartis aléatoirement entre gardiens et prisonniers. Les gardiens ont alors reçu des instructions qui les dépersonnalisaient et des consignes pour empêcher les évasions. En quelques jours, les gardiens ont intensifié les abus psychologiques envers les prisonniers. À cet égard, il s'est particulièrement concentré sur les données d'auto-évaluation de l'humeur recueillies auprès des étudiants qui jouaient les rôles de prisonniers et de gardiens. Pendant et après l'expérience, les participants ont rempli des listes d'adjectifs pour décrire leurs états d'esprit. Ces adjectifs ont été regroupés selon 2 axes, humeur positive contre humeur négative et activité contre passivité. Les résultats ont confirmé ce qui était attendu. Sur la base de l'observation des comportements, les prisonniers ont rapporté 3 fois plus d'émotions négatives que positives et étaient beaucoup plus négatifs que les gardiens. Les gardiens, bien qu'ils aient également eu une légère tendance à l'humeur négative, étaient beaucoup plus stables émotionnellement. Une donnée importante a été l'instabilité émotionnelle des prisonniers. Leur fluctuation d'humeur au fil des jours était 2 à 3 fois plus importante que celle des gardiens. De plus, sur l'axe activité-passivité, les prisonniers ont montré beaucoup plus d'agitation intérieure, ce qui indique un état émotionnel de conflit, de tension et d'anxiété. Lorsque l'expérience a été interrompue, les résultats ont changé de façon spectaculaire. Il y a eu une hausse des indices d'humeur positive dans les 2 groupes. Chez les prisonniers, la négativité a chuté de 15 à 5 et la positivité a grimpé de 6 à 17. Ils se sentaient aussi moins passifs. L'interprétation est que la souffrance émotionnelle était directement liée à la situation vécue, et non à la personnalité des individus. Autrement dit, ils ont mal réagi à l'environnement, mais ils ont retrouvé leur équilibre dès qu'ils en sont sortis. Un phénomène que Zimbardo appelle « être plus attentif ». Accord de sécurité. Je fais beaucoup confiance aux personnes impliquées dans la transition. La transition, ils ont trouvé du réconfort en se sentant attentifs grâce au fait qu'elles s'occupaient d'eux, se sentant soulagés de voir les autres libérés, éliminant ainsi les sentiments de culpabilité ou d'abandon. Quant aux gardiens, bien qu'ils aient été moins affectés pendant l'expérience, ils ont également montré une amélioration émotionnelle. Le score moyen de positivité a plus que doublé tandis que la négativité, qui était déjà faible, a encore diminué. Malgré cela, les registres ultérieurs ont révélé que certains gardiens se sont sentis troublés par leurs actions, notamment parce qu'ils n'avaient pas empêché les abus commis. Cela suggère que, bien qu'ils soient bien adaptés à la logique de l'autorité et au rôle répressif, ils n'étaient pas émotionnellement insensibles aux conséquences morales de leurs actes. Au fond, Zimbardo montre que les effets psychologiques de l'environnement carcéral ont été profonds mais transitoires. Le retour à la normalité indique que ces étudiants étaient émotionnellement sains, que le comportement extrême qu'ils ont manifesté était le produit direct de la situation sociale qui leur a été imposée et non de déviations individuelles. L'expérience montre donc clairement comment la structure et le contexte peuvent déformer le comportement humain, même chez des personnes ordinaires et mentalement stables. Cela nous amène à l'un de mes politologues préférés, James C. Scott, dans le livre Seem Like a State, qui est un autre de ces coups de poing dans l'estomac pour ceux qui pensent que le problème est le manque d'État, alors qu'en réalité, c'est l'excès d'État, avec des excès de loi, de régulation, de centralisation, qui ont causé ce type de chaos que nous voyons et qui est difficile à résoudre. Parce qu'il expose exactement comment l'imposition de logiques simplificatrices par l'État, même avec des intentions supposément bénéfiques, finit par produire des effets secondaires désastreux.
y compris la normalisation de l'absurde. Scott soutient que les États modernes, au nom de la lisibilité et du contrôle, tentent de transformer des sociétés complexes en systèmes schématiques lisibles, ce qui est évidemment impossible. En faisant cela, ils effacent la sagesse locale, réduisent l'autonomie des individus et créent les conditions pour des effondrements sociaux, économiques et culturels. Des villes planifiées qui échouent, comme Brasilia, des campagnes de collectivisation qui provoquent la famine, comme en Union soviétique, et des communautés déplacées et appauvries par des décisions techniques, bonnes mais bureaucratiques et éloignées de la réalité locale, sont les exemples qu'il cite. Ce que vous devez comprendre, c'est que les interventions étatiques les plus désastreuses qu'on isolées proviennent de la combinaison de 4 éléments, faisant une simplification administrative de la société, une idéologie de pseudo-modernisme, un État autoritaire prêt à imposer cette idéologie et une société civile prostrée, incapable de résister. De plus, Scott soutient une ligne critique qui frôle, voire s'approche d'une idée presque anarchiste, mais ce n'est pas le cas. Elle se base sur l'idée que la centralisation étatique détruit les capacités locales d'autogouvernement, d'improvisation et de résilience. Cela est directement lié à la façon dont des sociétés comme Rio de Janeiro ou São Paulo deviennent otages de leurs propres structures étatiques dégénérées, car la logique de la planification sociale à grande échelle est justement de produire le type de sujet que ces plans présumaient dès le départ, des individus passifs, dépendants de l'État affaibli, sans initiative. Ainsi, lorsque l'État devient l'unique architecte de l'ordre social, ignorant les savoirs locaux, méprisant la complexité de la vie réelle, les aspects culturels et religieux de la population, et imposant des projets autoritaires comme qui sont, et c'est important, toujours abstraits et qui mèneront toujours au désastre. Autrement dit, contrairement à ce que l'on imagine, le résultat est la destruction de l'autonomie, de la moralité pratique et de la résistance sociale. Au final, il ne reste qu'un peuple qui a appris à survivre dans l'effondrement, normalisant l'intolérable, vivant une simulation de civilisation. L'ironie dans ce contexte, c'est que le renforcement des droits individuels et de l'individu finit par bénéficier à la collectivité, tandis que les mesures censées bénéficier à la collectivité font en réalité d'elle l'otage de quelques personnes. Il ne s'agit pas d'égoïsme ou de quelque chose de ce genre, il s'agit de respecter les individus avec leurs différences, de sorte que la société, surtout locale, ait l'autonomie de savoir ce qui est le mieux pour elle, car ce sont les dirigeants régionaux, présents sur place, qui savent ce qui est le mieux pour eux, bien mieux que quelqu'un qui se trouve à des centaines ou des milliers de kilomètres de là, pensant connaître la réalité sur la base de papiers et de documents, prenant des décisions qui passent sommairement au-dessus de la vie de millions de personnes d'un simple coup de stylo. C'est pourquoi les favelas ou les Cracolandia ne doivent pas être vus comme des échecs de l'État, comme le pensent les plus naïfs, ceux qui n'ont aucune notion de la réalité ou qui ont une faible capacité intellectuelle, mais plutôt comme des succès de la structure de pouvoir qui domine l'État, qui par l'intermédiaire de ses fonctionnaires bureaucratiques tente, avec un succès variable, de créer un terrain, une population, avec précisément ces caractéristiques standardisées, car ainsi elles seront plus faciles à surveiller, à compter. Cet objectif utopique, immanent et continuellement frustré de l'État moderne, est de réduire la réalité sociale chaotique, désordonnée et en constante évolution à quelque chose de plus proche de la grille administrative de ces observations. Une grande partie de cela vient de l'art de gouverner de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, où ce type de projet a été mis en œuvre lors de la transition de la redevance à l'impôt, du gouvernement indirect au gouvernement direct, de la subordination à l'assimilation. Les États ont généralement travaillé à homogénéiser, standardiser, rendre leur population aussi égale que possible, en essayant de briser leur segmentation, en imposant des langues, des religions, des monnaies, des systèmes juridiques communs, ainsi qu'en promouvant la construction de systèmes connectés, de commerce, de transport, de communication. Les simplifications étatiques sont conçues pour fournir aux autorités une véritable considérée comme pays, pouvoir entendre, écouter. La manière de comprendre les aspects de l'ensemble consiste à réduire une gamme infinie de détails à un ensemble de catégories qui facilitent l'agrégation.
D'où vient la question de l'univers, de la réalité, la géopolitique dans sa forme la plus pure, car elle ne se soucie ni de l'idéologie, ni du coup de stylo du bureaucrate. Les tentatives de standardisation et de systématisation ont toujours échoué et échoueront toujours, et c'est là qu'intervient ce fameux dicton. Le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions, bien que dans ce cas, on ne puisse même pas parler de bonnes intentions. Les tentatives forcées d'imposer des questions artificielles, de standardiser ce qui est impossible à standardiser, en ignorant les diversités infinies et les combinaisons infinies, mèneront inévitablement la civilisation à l'effondrement. Cela s'est déjà produit auparavant, nous avons des exemples historiques. Les collectivisations mènent toujours à l'échec, tout comme la normalisation de comportements qui seraient m'en aller normalement considérés comme mauvais. La société qui assiste à cela de manière passive, en pensant qu'il suffit d'attendre les 4 prochaines années pour voter, croit que cela fera toute la différence parce que c'est très confortable d'adopter cette posture. Mais elle finira aussi par en payer le prix, pas seulement le gouvernement, tout le monde. J'espère que vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et envisagez de devenir membre. En devenant membre, vous aurez non seulement accès aux lives exclusifs, mais aussi aux séries exclusives. La géopolitique de l'Empire mongol, l'histoire géopolitique des États-Unis, l'histoire militaire de la Chine et d'autres qui viendront avec le temps et qui seront réservés aux membres. Donc, pensez à devenir membre, ainsi vous aurez accès à ce contenu exclusif premium. Cela garantit également que la chaîne géopolitique mondiale reste en vie, car c'est grâce aux membres que nous pouvons maintenir cette chaîne en activité. Merci à tous et à la prochaine vidéo. Au revoir.